Le coup tordu, le 331e épisode du coup tordu. Ici, ça parle vélo, ici, ça parle cyclisme. Le coup tordu, c'est le podcast des passionnés pour les passionnés. On est sur Apple Podcast, on est sur Deezer, on est sur Spotify. On est présent sur toutes les plateformes de podcast. On est depuis quelques semaines également présent sur YouTube. Alors, il n'y a pas nos tronches, mais vous avez les émissions sur YouTube. Vous êtes déjà un petit peu plus de 570 sur le YouTube du coup tordu. Donc, continuez à vous abonner. L'avantage de YouTube, c'est que vous avez les émissions, avec 10, 15, 20 minutes d'avance. Ça arrive plus tôt que sur les autres plateformes de podcast. Donc si vous avez envie d'avoir les podcasts en exclu avant tous ceux qui écoutent sur les plateformes de podcast, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube du coup tordu. On se retrouve donc pour un 331e épisode où on va analyser la 12e étape du Tour de France qui va amener les coureurs du côté d'Hautacam évidemment, le Tour de France 2025, et monsieur Thibaut alias Latib pour la preview de cette nouvelle étape. En forme Thibaut ? En forme Vincent, et j'aimerais commencer ce podcast. C'est souvent toi qui poses les questions. Là, ce sera moi qui la posera. Cette 11e étape du Tour de France n'est-elle pas, à l'heure actuelle pour le moment, la plus belle de cette édition ? Oui. Non, si, ouais. De toute façon, ça n'a pas débranché du début à la fin. Mais toi, Thibaut, j'ai envie de retourner un petit peu une autre question, parce que t'avais, sur les scénarios de l'étape que tu as évoqué dans le podcast d'hier, t'étais quand même assez proche du scénario. Mais pour moi, Thibaut, il y a encore mieux que sur cette étape. Tu as fait encore mieux qu'un pari, qu'une prédiction, qu'un prono. Est-ce que t'es pas fier dans ta preview de Vélo Futé, quand tu t'es mis un petit peu à la place du DS d'Axel Laurence? On a l'impression qu'Axel Laurence, il a lu ta preview dans Vélo Futé et qu'il a appliqué à la lettre tes consignes. Je sais pas, mais honnêtement, je pense que ça paraît logique pour chaque coureur de marquer à la culotte quelques coureurs, et il y en avait 2 à marquer. Quand tu connais son moteur, honnêtement, Wout van Aert aussi, c'était pas un coureur à mésestimer, et quand tu vois qu'il était incisif dès le départ, tu sais que Wout van Aert sera à l'avant s'il veut être à l'avant. Donc il était à marquer, mais c'est vrai que celui qui avait le sort un peu de l'étape entre ses mains avec son équipe, c'était Mathieu Van Der Poel. Si Mathieu Van Der Poel ne bouge pas, ça sert à rien de bouger. À partir du moment où il essaye, faut y aller. Et Axel Laurence, sur cette étape, c'était QI 180 parce qu'il a été très malin. Dommage qu'il n'ait pas suivi la dernière banderille de Mathieu Van Der Poel. Ça aurait pu rentrer potentiellement à 2, mais bon, faut suivre l'explosivité du néerlandais quand il se met à mettre sa cacahuète. Oui, donc voilà, donc je rappelle pour tous ceux qui n'ont pas suivi ta preview sur Vélo Futé hier, tu t'étais mis dans la peau du DS d'Ineos, et ta consigne pour Axel Laurence, c'était de marquer Mathieu Van Der Poel à la culotte du début à la fin de l'étape, et donc ta prédiction c'était Axel Laurence, et voilà, ce qui n'était pas du tout ridicule, bien au contraire, vu qu'il termine 5e de l'étape. Thibaut, quelques petits trucs sur l'étape du jour. 5e ou 6e? Wout, il finit devant. Ouais, bon, 6e. Ouais, ce qui change pas énormément de choses. Tobias Aland Johannessen, donc, qui fait chuter Tadej Pogačar, qui se fait visiblement depuis quelques heures littéralement pourrir et insulter sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on n'a pas affaire à des parieurs compulsifs, des mecs qui viennent du tennis ou d'autres sports, qui viennent un peu nous casser les couilles? Possible, honnêtement. J'ai même pas envie de réagir à la réaction d'abrutis. Ça sert à quoi d'aller agresser des coureurs? C'est un événement malencontreux, il l'a pas fait exprès, et puis voilà. Ça sert vraiment à quoi d'aller insulter des coureurs? Admettons en plus que ce soit des parieurs. Moi je pars du principe que le sport avant l'argent, ton kiff avant l'argent, imaginons aujourd'hui, je parie sur cette étape pour Axel Laurence. J'ai une chance française devant et Axel Laurence qui est derrière. Je vais pas chouiner. Moi, je vais aller vibrer derrière ma chance française. Imaginons que c'était un Romain Grégoire qui suive Mathieu Van Der Poel. Je suis fan de Mathieu Van Der Poel. Mais si j'ai une chance que Romain Grégoire aille le trait freiné et que malheureusement j'ai de l'argent sur Axel Laurence, je vais pousser pour Romain Grégoire. C'est la passion avant tout. C'est malheureusement certains sont un peu trop matrixés par l'argent,
Et deux, il y a aussi des fans un peu trop inconditionnels. Quand ça touche à leur coureur, ils vont absolument faire n'importe quoi contre n'importe qui. Et c'est pareil quand tu as une grosse rivalité, quand ça touche Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard, peut pas y avoir d'entre-deux et de poids de mesure. Ça va forcément cracher sur l'autre. Faut aussi savoir un peu respecter les adversités et les adversaires et reconnaître parfois aussi leurs qualités. Et ça, je cite la rivalité entre Jonas Vingegaard et Tadej Pogačar. On peut citer la rivalité entre Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert. Tu peux être fan d'un coureur, mais respecter aussi le talent de l'autre et être tout aussi content quand il va chercher une victoire. Totalement, Thibaut. Totalement. Mais ouais. Enfin, c'est des trucs qu'on voit pas trop dans le vélo le reste de l'année. C'est pour ça que j'ai relevé ça, parce que de manière générale, dans le cyclisme, des coureurs qui se font trash-talker sur les réseaux sociaux, bon, sauf si à un moment donné, un coureur ou un DS a un comportement inexplicable, inexcusable, voilà, ça c'est complètement autre chose. Mais dans ce genre de situation, il y a vraiment le Tour de France est tellement puissant et tellement gros par rapport à toutes les autres courses que en fait, de temps en temps, voilà, il y a les bons et il y a les mauvais côtés. Les mauvais côtés, c'est que ça vampirise aussi de la merde. Et d'habitude, on a une communauté qui est dans l'ensemble, je dis bien dans l'ensemble, plutôt bienveillante avec les coureurs. Tobias Aland Johannessen fait la même chose sur le Tour de Pologne. Alors encore une fois, la chute de Poggi a l'air sans gravité, mais voilà, s'il l'avait envoyé à l'hôpital ou dans un truc assez grave, voilà, là ça serait autre chose. Mais voilà, j'ai l'impression qu'on a juste des abrutis qui viennent pendant le Tour de France et qu'on voit pas le reste de l'année. Thibaut, ton analyse sur la chute de Tadej Pogačar. Donc pour ceux qui n'ont pas vu l'étape, dans la descente de la côte de Pech-David, Tadej Pogačar qui chute à 60 km/h dans un virage. Pour toi, voilà, c'est un petit peu compliqué à savoir quelles sont les conséquences, mais pour toi, quelles sont les conséquences quelles peuvent être les conséquences éventuelles de cette chute de Tadej? À voir demain, s'il y a des crispations un peu musculaires. Visuellement, honnêtement, au niveau physique, ça a l'air d'aller. Il a pas l'air d'être beaucoup plus marqué. En fait, dans sa chute, il a eu de la chance parce qu'il est tombé sur toute une bande peinte, donc il a plus glissé et moins été râpé et marqué physiquement, j'ai envie de te dire. Il y a très peu de vernis d'enlevé, alors qu'il aurait pu se retrouver quand même au vu de la vitesse et comment il a glissé avec une très belle pizza. Et souvent ce qu'on dit aussi, c'est que une chute 24-48 heures après, il peut y avoir des conséquences, le corps récupère un peu moins et que sur un grand tour, il paraît que c'est jamais anodin en fait. Ouais, sans doute. On verra sur le chrono comment il en est marqué physiquement, mais j'ai pas l'impression que c'est jamais anodin. De toute façon, faut se le dire. Mais j'ai pas l'impression. En fait, j'ai plus l'impression qu'il s'en sort vraiment très bien sur sa chute. Ouais, parce que c'est vrai que se casser la gueule à 60 km/h et ça avait l'air d'aller plutôt bien. Effectivement, ouais, je suis d'accord avec toi. À première vue, il s'en sort pas mal, même si encore une fois, une chute n'est jamais anodine. Thibaut, on va passer donc sur la preview de cette fameuse étape d'Hautacam, première véritable étape de haute montagne de ce Tour de France. Il y a ta preview détaillée sur le site Vélo Futé, la preview d'Enzo également sur son site The Big Gear. Mais voilà, je te laisse la main pour les grandes lignes du parcours. On va se retrouver avec une course de côte, j'ai envie de te dire. On a un départ qui est un peu mal plat, mais c'est du plat sur 90 km. Donc pour la composition de l'échappée, on va être sur un truc assez mixé, mais faudra surtout être un gros rouleur avec le vent de dos. Donc ça favorise pas les grimpeurs, ce type d'échappée. Et c'est tant mieux pour la maîtrise du peloton, parce que au final c'est des coureurs à qui tu vas pouvoir récupérer énormément de temps dans le col du Soulor et puis dans cette montée finale d'Hautacam qui est une montée difficile, exigeante, assez irrégulière et sur laquelle Tadej Pogačar avait pris une sacrée fessée en 2022, puisque c'est la montée, pour ceux qui ne le sauraient pas ou qui ne s'en rappellent pas ou qui voudraient le savoir, où Wout van Aert en maillot vert emmenait Jonas Vingegaard et a lâché Tadej Pogačar à leur maillot blanc.
Donc une étape où quand même quand tu te fais lâcher par un Wout van Aert dans un col, ça fait mal à la réputation et ça fait mal à l'ego. Est-ce que Thibaut, sur cette étape d'Hautacam, est-ce que finalement sur le scénario de l'étape, j'ai presque envie de te dire, est-ce que finalement la chute de Poggi, c'est presque pas une bonne nouvelle pour lui sur le scénario, à savoir que du côté des UAE, on a 5 coureurs et demi. Bon, visiblement, Pavel Sivakov, ça commence à aller un petit peu mieux, mais on a déjà perdu Joao Almeida, donc ils sont plus qu'à 7. 6 et demi, donc avec Sivakov qui est un peu moyen. On pouvait avoir des doutes sur le fait que le plan de la Visma, ça soit d'essayer de reporter l'attaque à la fin de 3e semaine, en essayant d'être finalement assez proche de Tadej Pogačar. On en avait parlé dans le podcast d'hier pour essayer de le faire sauter dans le col de la Lose. Ça peut être le plan de la Visma, c'est pas forcément celui-ci. Bon, sachant que Tadej est possiblement diminué après sa chute. Dans le vélo, faut être absolument sans pitié. Je précise que dans le coup tordu, on adore les animaux, et toi, tu fais le podcast avec tes 2 chats, et moi, je fais le podcast avec ma chatte. Mais voilà, il y a un proverbe qui dit que dans le cyclisme, il faut toujours achever une bête blessée. Donc là, est-ce que cette chute de Tadej Pogačar ne conditionne pas un scénario GC Day, allez, on va dire à 98-99%? Est-ce qu'il l'est déjà pas conditionné quand de toute façon le départ plat ne favorise pas une échappée avec des grimpeurs de haut standing, j'ai envie de te dire. Et on est sur une arrivée au sommet, une première arrivée au sommet. On est sur un lieu où Tadej Pogačar a quand même subi une belle petite claque, donc aura envie d'une revanche. Le scénario, il était déjà inscrit comme étant un GCD. Maintenant, on sait que les Emiratis demain vont vouloir prendre le manche aussi un peu pour assurer, envoyer un signal à l'adversaire et dire vous inquiétez pas, on a beau avoir chuté, c'était rien, on est là, on répond présent et on va vous le montrer. Une petite, de toute façon, dans tous les cas, qu'il soit diminué ou pas, faut le faire pour montrer, pour bomber du torse. Mais après, ça peut conditionner en fait la stratégie Visma. Est-ce que les Visma vont miser sur un très très gros rythme, comme de toute façon ils devraient le miser même sans la chute dans Hautacam pour esseler un maximum Tadej Pogačar, ou est-ce qu'ils vont tenter dès le col du Soulor? Parce qu'en fait, si Tadej Pogačar est touché et diminué, dès le col du Soulor, tu peux potentiellement, mais ça impliquerait quand même de pas mal visser, épailler le peloton et potentiellement te retrouver aussi dans une situation d'inconfort avec certains adversaires. Et le chemin est encore long jusqu'à Hautacam, mais dès le col du Soulor, testé, et imagine, Tadej Pogačar est marqué et pète dans le col du Soulor. Le tour, il est gagné. Parce que à l'arrivée, Tadej Pogačar, c'est pas 2 minutes qu'il va prendre. Ah oui. C'est 10-20. Oui, totalement. Donc on peut se poser cette question. Légitimement, on peut se poser la question de est-ce que les Visma Lease a Bike vont tenter dès le col du Soulor quelque chose pour tester Tadej Pogačar et voir à quel point il est marqué. Honnêtement, je pense pas, parce que ça paraît optimiste. Dans tous les cas, la route sur le Tour est encore longue, que tu peux déjà voir son état en faisant un all-in dans Hautacam. Et de toute façon, s'il est diminué, tu vas lui prendre du temps. Si tu lui prends du temps demain, tu lui prendras du temps après-demain au chrono, parce que c'est le jour où il sera le plus marqué. Donc je pense que cette chute change rien pour l'aspect du col du Soulor et rien pour l'aspect d'Hautacam. Ce sera quand même la Visma Lease a Bike qui au bout d'un moment prendra le manche, et puis après c'est à Tadej Pogačar, et ça a toujours été à Tadej Pogačar. La meilleure défense, c'est l'attaque. S'il est vraiment en condition, s'il est vraiment pas marqué, il fera ce qu'il devait faire. Moi, après, quand même, sur le scénario, encore une fois, si le plan de la Visma était de ne pas attaquer forcément en estimant que Hautacam est un col plus favorable à Tadej, sur cette étape, globalement, si tu avais un groupe de 20-25 coureurs qui partaient assez rapidement dans la plaine du Gers, parce qu'il y a vraiment des possibilités de pouvoir sortir à ce moment-là, pour les 6 UAE qui restent, ça aurait quand même été assez compliqué de contrôler l'étape. Et si en bas du Soulor, t'as un groupe qui se pointe, allez, on va dire avec 5-6 minutes d'avance, non, ils se font reprendre
Un vrai bon grimpeur peut-être, un vrai bon grimpeur peut-être, mais je pense que la Visma va aussi mettre la main à la pâte dans la plaine, sachant que si Jonas Vingegaard, on va dire que s'ils arrivent à 2 et que Vingegaard arrive même à battre Pogačar dans les derniers hectomètres ou dans les dernières centaines de mètres ou à le pousser dans ses retranchements, déjà psychologiquement il va marquer un gros point, il va prendre son étape et ça va mettre la Visma dans le bon sens. Donc je pense que même sur un scénario où on récupère pas grand chose à Poggi, mais on lui récupère quelque chose et on le tape en haut d'Otakam, je pense que si on dit ça à la veille de l'étape ou le matin de l'étape au Visma, je pense que Vingegaard il signe absolument tout de suite, et sachant que encore une fois s'il y a un moment où il doit souffrir, ça doit être sur le chrono encore plus que sur cette étape d'Otakam. Donc Thibaut, donc pour toi c'est donc complètement verrouillé. On part sur un GC Day. Donc tu penses, on va y aller direct. Hein, tu penses malgré tout que voilà, Poggi devrait pour toi remporter cette étape. Ouais, je pense sincèrement, il m'avait pas l'air si marqué que ça. Peut-être qu'il gagnera avec moins d'avance, mais j'ai pas l'impression qu'il soit si touché que ça et que au final cette chute c'est peut-être une bénédiction pour les parieurs qui voyaient Pogačar, qui voient toujours Pogačar, parce que du coup ça a influencé sur l'avis du trader et la valeur de la cote de Tadej Pogačar. On en parlait en fin de podcast hier quand t'as coupé, on espérait telle cote. Je te disais qu'honnêtement pour le trader ce serait quand même assez compliqué de trouver le bon price, parce qu'il faut trouver le prix psychologique pour faire la bascule, et moi 1,8 ça me paraissait pas mal, en me disant que si tu l'open à 1,8 il allait baisser à 1,06, mais là du coup il a open à 2,25, il est toujours à 2,25 du côté du Boukref, il a baissé du côté du marché français, parce que le marché français, dès que il y a des mises, il y a adaptation du marché et adaptation du trader, et souvent il se recalibre pas par rapport à ce qui est proposé sur le Boukref avant potentiellement de se rééquilibrer un peu demain avec un petit up, mais pour moi c'est limite une bénédiction en fait qui est cette chute qui soit intervenue, parce que je pense que Tadej Pogačar va la gagner cette étape. Alors je rappelle que jouer avec excès comporte des risques, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Pour chercher à savoir qui sera le vainqueur, vous pouvez jouer en fantasy, vous pouvez faire des jeux qui sont totalement gratuits et vous amuser à droite à gauche, vous n'êtes pas obligé de mettre de l'argent pour faire des prédictions, pour faire des pronostics, mais effectivement si on est sur du côté du marché des bookmakers, on a un Tadej en France qui tourne entre 1,80 et 2, ce qui paraît excellentissime à prendre, et on peut imaginer que la chute du jour a fait un petit peu augmenter sa cotation, donc ça paraît, alors je te posais la question sur Tadej, mais du coup ça paraît aussi vissé quasiment pour les 2 premières places, quoi. Les 2 premières, je sais pas. T'as un doute sur Jonas? Non, pardon, j'allais dire les 2 premières, je sais pas, en pensant aux 3, aux 2 suivantes. Mais du coup, oui, la deuxième pour Vingegaard, faut pas se leurrer. C'est la 3e qui est peut-être un peu plus ouverte. Voilà. C'est là où c'est intéressant, parce qu'on le voit tout le temps sur le Tour de France, on le voit chaque année, un mec qui prend des tôles sur le plat, qui perd du temps à droite à gauche et qui finalement réussit à être le 3e homme contre le GC. Par exemple l'année où Ben O'Connor finit 4e, il avait perdu 8 minutes sur la première ou la deuxième étape en Bretagne, il avait réussi à se replacer à la faveur d'une échappée, puis après il tenait plutôt bien les roues avec les leaders. Donc c'est un truc qu'on voit assez régulièrement, et il est fort probable que le 3e homme ne soit pas obligatoirement celui qu'on attend, et pas autant je donne un penalty pour Tadej et Jonas pour les 2 premières places, autant je donne pas un penalty à Remco pour la 3e place en haut d'Otakam. Ouais, pareil, parce que moi, si je devais placer un 3e homme, je pense que au vu de son discours, en plus il a envie d'être offensif, au vu de sa forme, on va sortir au vu de son critérium du Dauphiné, c'est Florian Lipovic, évidemment. Oui, évidemment. Mais ça paraît évident pour quand même pas mal de monde. Et si le 3e homme ça doit pas être Remco, dans l'absolu ça doit être Lipovic. Est-ce qu'il a pas eu de problème il est pas tombé, il y a pas eu de choses comme ça pour Lipovic? Non, et puis en plus il l'a dit, il a rien à perdre, il a tout à gagner à être offensif. En plus, il a une doublette avec Primož Roglič qui lui est un coureur beaucoup plus défensif, donc il peut se permettre d'être offensif, essayer de marquer un peu son territoire par rapport à Primož Roglič, mais quand bien même ça peut servir aussi pour l'équipe. Donc et puis il est fort, il peut
Alors, en fait, pour cette troisième place, il y a 3 hommes qui se dégagent, à savoir Remco Evenepoel, Florian Lipovic et Matteo Jorgensen. Mais Matteo Jorgensen, il va y avoir cette interrogation, enfin, au vu de ce qu'a montré Tadej Pogačar avec sa chute, va falloir faire quelque chose du côté des Visma Lease Bike. Est-ce que Matteo Jorgensen est encore utilisé comme ce point d'attaque tout en se disant je me réserve un peu plus, ou est-ce qu'il se vide peut-être un peu plus le sac demain parce que c'est le moment de le tester. Je t'ai pas posé la question de la météo sur l'étape, Thibaut. Vent assez léger quand même, mais vent de nord-est, donc c'est un vent qui va être totalement portant de 12 km/h, 12-14 sur les 90 premiers kilomètres. Après, on l'aura peut-être un peu plus de côté, début de la montée, un peu de côté, et puis après, c'est des portions un peu 3/4 d'eau, une portion de vent de face, je vais te le faire de mémoire, de 8,6 à 6,4 km de l'arrivée, et puis après, c'est du vent 3/4 d'eau, quoi. Alors, globalement, majoritairement. D'accord. Alors, j'ai pas vu là. Alors, au classement général, il est quand même à 3,34, donc on va pas le laisser partir véritablement en échappée. Enfin, voilà, si l'attaque, il sera marqué. Et j'ai pas vu la cote pour le top 3 sur l'étape. J'ai vu de la cote à 4, mais ça, je pense que c'est pour le classement général final. Florian Lipovic. J'ai pas l'impression qu'ils vont sortir les podiums maintenant, tu sais. Si, podium. Si. Si. Florian Lipovic à 5. Oh là 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 là. Florian Lipovic à 5. Ah non, mais ça, c'est pris, ça. Oh là 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 là, ça que c'est pris. On met combien de BK sur cette histoire-là? Bon, on va mettre un petit 0,1, quoi. On va mettre un petit 0,1 de bankroll. Ah ouais, non, oui, c'est... oui, ouais. Oui, non, Florian Lipovic à 5 top 3. Mais wow. Ah oui, non, oui. Ça, c'est... Parce que Félix Gall revient de maladie. Enfin, il était pas ouf au début du tour. Comme tu l'as dit, Jorgensen... Voilà, Remco, on l'a vu qu'il lui foutait quand même une sacrée addition sur les ascensions sur le Dauphiné. Alors après, Remco, ça reste un monstre, hein, il peut revenir dedans. Après, pour moi, Remco reste le favori à la 3e place pour le classement général, mais sur les étapes de montagne, Lipovic peut potentiellement avoir un petit avantage. Et puis après, c'est Skelmose, Roglic, Arensman, Simon Yates, Lenny Martinez, plutôt des mecs de l'échappée matinale. Donc en fait, 5 pour le top 3 de Florian Lipovic, 5 c'est très 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 bien donné. Non, vraiment c'est assez bien donné. Donc moi mon prono pour l'étape. Donc pareil que toi, Thibaut. Je vais partir sur la victoire de Tadej Pogačar. Alors je pense que les Visma vont prendre le manche assez rapidement dans l'étape parce qu'ils vont jouer clairement l'étape pour Jonas Vingegaard. Hein. C'était peut-être pas forcément le plan de base de la Visma, mais ils vont peut-être estimer que Tadej est un poil diminué. Moi, en vrai, ils prendront pas. Ils prendront pas parce que c'est les Émiratis qui vont prendre le manche. Les Visma, moi, je les attends plus à l'amorce du pied d'Otakam. Et après, dans Otakam, il commence. Je pense que les deux vont prendre. Je pense que un Campenhart ou un mec comme ça, je pense que ça va rouler avec... Non, par contre, Campenhart, j'ai pas le cas qui le fout à l'avant. Pour essayer de faire un saut de plus. Pour le récupérer plus tard. Et puis on sait jamais, tu vois, ça envoie un signal et puis ça force les UAE à rouler peut-être un peu plus fort. Donc voilà, moi je vois vraiment ce GC Day. Après encore une fois l'impact de la chute de Tadej qui est toujours un petit peu bizarroïde, un petit peu problématique. Donc voilà, je vais un petit peu sécuriser l'histoire. Je trouve que la victoire de Tadej remboursée si Jonas Vingegaard, ça me paraît déjà pas mal. Hein. Je rappelle qu'on a déjà énormément de PLT engagés sur Tadej Pogačar. On a Tadej au maillot à pois, on a Tadej au maillot vert, on a Tadej qui remporte 5 étapes, on a Tadej qui remporte le classement général. Donc effectivement, si la chute avait été un petit peu plus importante aujourd'hui, ça aurait été littéralement catastrophique au niveau du bilan. Donc voilà, on va simplement se contenter de ça. Si on prend les deux, ça ramène à une cote aux alentours de 1,60 que je trouve plutôt pas mal. Donc 2,02 la victoire de Poggi et 4,55 la victoire de Jonas Vingegaard. Donc voilà, moi de mon côté, ça sera... ça fait du combien ? Ça fait du 1,60 je crois. La victoire de Poggi remboursée si Jonas te l'a retrouvé. Je sais pas si je suis fanat dans l'absolu. Ah ouais. Parce que là tu t'infliges un remboursement. Est-ce que au final quand tu vois un Jonas Vingegaard podium à 1,4, j'y ai pensé aussi. Pas plus, et en plus, est-ce que ça te couvre pas plus?
tu perds un peu de cotation, 0,2 sur ton remboursement, mais sur ton remboursement éventuel, mais au moins tu vois t'as pas de risque de remboursement quoi. Enfin je vois pas dans quel monde Vingegaard ne fait pas podium en fait. Alors, code de la victoire. Ah oui, non, ça c'est sûr. Code de la victoire. Donc, on était parti sur Poggi 2,02. J'ai pris tout à l'heure. La cote de couverture, c'était 4,45 pour Jonas. Donc, vous pouvez le faire sur deux sites à la fois. 1,56. Voilà, 1,56 pour Poggi remboursé si Jonas. Moi, je vois pas comment ça peut être un des deux. Alors, c'est vrai qu'après, sur les cotations de Jonas, en top 3. Bon, après, le truc, c'est que la cote à 1,4, ouais, moi je vois du 1,4, 1,35. Le problème, c'est que voilà, c'est qu'il faut envoyer une praline. Si jamais. Faut envoyer une praline. Faut envoyer un gros truc pour. Mais oui, non, ça peut être aussi un jeu alternatif. Mais voilà, moi, il y aura deux pics. La victoire de Tadej remboursée si Jonas et le top 3 de Florian Lipovic. Donc voilà, 0,5% de bankroll au total pour Tadej et Jonas et 0,1% de bankroll pour le top 3 de Florian Lipovic. Thibaut, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu vois, des top 10, des mecs, je sais pas, un gars de l'échappée matinale qui pourrait aller un petit peu loin, des gars qu'on n'a pas forcément encore vus depuis le début du Tour de France qui attendent impatiemment cette étape de montagne. J'en ai peut-être un ou deux à te citer. Il faudrait voir les codes du top 10 en vrai, mais Onley, ça me paraît, quand je vois son podium à 10, ça me paraît quand même et sa hiérarchie, genre dans Onley, genre dans quel monde, genre par exemple, il est en dessous dans la hiérarchie de types comme Beno, Storer, Martinez, en sachant que Martinez, Martinez, il y a quand même un petit risque. Martinez, il risque de tenter pour sortir les points et puis après se relever complètement. Ah ouais, mais non, mais déjà, faut être dans l'échappée pour Martinez. Hein. Voilà, c'est parce ça. Que je te rappelle, il y a 90 km de plat. Hein. C'est pas une certitude. Donc en fait, s'il est pas dans l'échappée, c'est pour ça que je me posais la question de son match-up avec Woods. Parce que il y a un truc, c'est que imaginons Woods, il a quand même beaucoup plus de chance. On l'a vu quand même sur des départs plats. Souvent, Woods, il est peut-être un peu plus facilement que Martinez en échappée. Il ferait moins de points et Martinez, on sait qu'il va aussi potentiellement se réserver pour le chrono du lendemain. Donc, il va pas non plus aller tout mettre dans la dernière montée s'il est rattrapé en échappée. Il va énormément se relâcher. Et il y avait potentiellement en échappée, tu vois, dans un scénario échappé, je donne peut-être plus de chance à Woods, au final, de finir devant Martinez, parce que Martinez se serait totalement relâché. Je vois pas se battre sur tous les points, et même pour aller grappiller une poignée de points sur l'arrivée au sommet d'Otakam, en sachant qu'il y a très peu de coureurs qui sont récompensés de points à Otakam. Otakam, faut finir dans les 8 premiers. Donc ça servira à rien de se battre et il se relâcherait limite totalement. Mais s'il échappait, s'il n'arrive pas à prendre l'échappée, est-ce qu'il se bat jusqu'au bout pour essayer de finir dans le top 5 de cette étape? C'est la question. Hein. Ah non, c'est sûr. Non, une fois qu'il est repris, je pense qu'il met le clignotant et qu'il attend le lendemain. Le surlendemain. Ouais, mais s'il loupe l'échappée, quel est son plan? Ah, son plan, s'il loupe l'échappée, non, je pense que son plan, c'est aussi de se relever. Parce que Lenny, mine de rien, sur le chrono, il peut aussi aller gratter quelques petits points. Je pense que chrono en côte, il peut être... il va y avoir des petits trucs à faire. D'ailleurs, est-ce que son équipe peut pas être aussi une composante du GCD? À savoir que si Lenny, en fait, il n'arrive pas à prendre l'échappée, si c'est une échappée de gazier qui roule, est-ce qu'on met pas à contribution son équipe pour maintenir un écart faible avec la composition du groupe de tête avant le pied du Soulor, et Lenny tente un saut de puce dans le Soulor pour aller faire les points? Ça peut, complètement, ouais. Et ça peut aussi envoyer un message aux autres équipes, vous savez quoi, ça sortira pas tant que Lenny n'est pas à l'intérieur. Si vous voulez sortir, ok. Voilà, sortez à combien, avec qui vous voulez, mais nous on veut Lenny. Sinon, dans le Soulor, vous irez pas loin, on mettra la main à la pâte avec les UAE et éventuellement les Visma. Ouais, non, c'est en vrai, moi, de toute façon, dans tous les cas, je suis Bahreïn. C'est ce que je leur conseille, parce que tu peux pas te permettre
que Lenny n'aille pas chercher les 10 points au sommet du Soulor, les 5 points au sommet de Borderer. Parce que, là, il y a 15 points limite gratuits à aller chercher. Et il y a 20 points qui sont offerts au sommet d'Otakam. Donc, si on estime que Tadej Pogačar va prendre les 20 points, s'il gagne l'étape, il a combien de Lenny Martinez? Lenny Martinez, il a 27 points. Bah, du coup, il reviendrait à égalité. Il y a des points sur le contre-la-montre après-demain? Ah oui. Aussi, c'est favorable. Oui, c'est un chrono escaladin. Il y a 10 points au sommet. Ok. 10 points au sommet et 20 points pour le maillot vert. Parfait, Thibaut. Bon, bah écoute, je crois qu'on s'est fait un bon petit tour sur cette étape d'Otakam. C'est vrai que quand c'est des courses de côte, un petit peu, c'est un peu moins tactique finalement que, on se dit on roule, on revient. Et tu vois que sur l'étape qu'on a eue par exemple à Toulouse, où là finalement, t'as plein de stratégies à décortiquer. Là finalement, la strat pour les grosses équipes, finalement, elle sera quand même assez simple. Donc Thibaut, on va rappeler tes pronos. Ce sera une victoire de Tadej Pogačar devant Florian Lipovic, devant Jonas Vingegaard, et une troisième place de Florian Lipovic. Moi, de mon côté, ça sera la victoire de Tadej Pogačar, remboursée si Jonas Vingegaard, mise globale 0,5% de bankroll, et ça fait une cote à 1,56. On fait un petit jeu avant de se quitter. Ouais, et Florian Lipovic, le top 3, 0,1% de bankroll, la cote à 5. Allez Thibaut, un petit jeu. Combien d'écart entre Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard à l'arrivée? Moi, je pense qu'il tire dans le dernier kilomètre. Je pense qu'en fait, cette chute, Poggi va gagner, mais je pense qu'en fait, cette chute va un petit peu le diminuer. Il va pas être non plus complètement sûr de ça. Et il va vouloir simplement tester sa force. S'il n'y avait pas eu la chute, il aurait attaqué à 3-4 bornes de l'arrivée. Là, comme il y a eu la chute, il va peut-être le tenter vraiment dans le final. Donc, allez, 30 secondes. Tu dis combien, toi? Est-ce que tu envoies un bon signal si tu mets du temps à attaquer? Ça veut dire qu'au final, tu n'es pas si sûr de toi que tu es marqué. Ouais. Ah oui. Oui, complètement. Après, ça peut aussi être une stratégie pour te préserver le lendemain et tout mettre dans Péragude et là, faire des écarts abyssaux. C'est ça. T'as dit 30 secondes. Ouais, à peu près, ouais. C'est ce que j'aurais tablé aussi. Alors, on va dire 36 secondes. Moi, je pense que s'il n'y avait pas la chute, je pense qu'il aurait tué le tour. Voilà, il aurait tué le tour littéralement à Otakam. Là, il va pas le tuer. Voilà, il va pas le tuer, mais voilà, encore une fois, après... on se trompe, hein. Ça se trouve, il va vraiment le tuer. Ouais, mais ça se trouve, il va lui mettre 3 minutes. Enfin, 3 minutes, il peut aussi potentiellement tuer le Tour de France. C'est aussi... 3 minutes, abuse pas non plus. Il lui a mis combien la dernière fois? Mais parce que le Tadej Pogačar, il était en 2022, il était quand même... C'est 2022 ou 2021? 2022, hein. 2022, Jonas, combien il lui a mis? Ouais, je crois, de mémoire, il lui avait foutu... on était sur du 4 minutes, il me semble. De mémoire. Hein. Sur Otakam? Non, moins. Non, il lui avait mis une petite minute quand même. Mais moins de 4 minutes. Non, c'était au général, les 4 minutes. Moi, il me semble qu'il prend un vrai tir. On va retourner. On va regarder, Tour 2022. Non, il prend un vrai tir dans la Lose, ça c'est sûr. Dans la Lose, il prend un tir dans la Lose en 2023. Ouais, mais en 2022, il prend pas 4 minutes en Otakam. Non, il se prend une minute dans la gueule dans Otakam. Et je me rappelais plus, mais effectivement, il remonte à un moment donné quand même. Il repasse Wout van Aert. Il finit devant Van Aert. Mais oui, parce que Van Aert avait fait un relais de fou. Et à un moment donné, il se gare sur le. Il se gare sur le côté. Ouais, il avait perdu une minute. C'est dans le Granon. Je confonds avec le Granon. Ouais, ou Godu même à un moment donné remonte sur Poggi à ce moment-là. Donc. Ouais, mais le Granon, c'est pareil, il prend pas un si gros tir que ça. Et le Granon... si, il prend 3 minutes, il prend quasiment 3 minutes. 2 minutes 51. Ouais. Non, c'est le Granon, il prend plus Otakam, ça me paraît bizarre. Ouais, parce que le Granon, ça tire... il tire vraiment de loin, quoi. Il attaque... l'étape de... On a eu cette année, on a eu le Milan-San Remo de la décennie, peut-être du siècle. Et cette étape du Granon, on avait peut-être eu l'étape de la décennie, une des étapes du siècle. Donc du coup, tu penses qu'ils attaquent dans le dernier kilomètre? Ouais, je pense que Poggi va la jouer plutôt. Je pense que Poggi va la jouer plutôt safe.
Je pense. Moi, je vais essayer de trouver un kilomètre exact. Vas-y, pour le jeu en plus, pour la beauté du geste. Je vais regarder le plan. Allez, après, entre le, il y a les pourcentages là entre le 11e et le 12e kilomètre. Ça peut se jouer, là. On voit qu'il le met en difficulté dans les. Après, il y a aussi le côté des temps d'ascension. C'est vrai qu'au Takam, c'est aussi un temps d'ascension qui correspond mieux de base à Pogačar qu'à Vingegaard. Après, il faut voir, hein, il y a encore plein de choses, hein, comment il va passer la nuit, comment il va récupérer. Mais après, c'est vrai que Pogačar, c'est aussi un monstre de récupération. Hein. C'est pour ça qu'il est aussi fort. C'est-à-dire que... En vrai, je pense qu'il fout sa première banderille, mais une première, et il n'arrive pas à décrocher Vingegaard à 3,9 km de l'arrivée. Et il le décroche sur une autre, et elle est à 1,5. Oui, ça peut ressembler à... On note et on verra. Ça peut ressembler à ça. C'est amusant quand même. C'est essayer de trouver l'endroit de l'attaque décisive et l'endroit de la première attaque. C'est marrant. De toute façon, si Poggi commence à humilier le Tour de France, il va falloir s'amuser autrement. Hein. Donc moi, ça me va. Non, moi, j'adore en regardant les profils. Moi, ça m'éclate d'essayer de trouver les endroits précis entre l'influence du vent dans la montée et les pourcentages de la pente. C'est là où en fait tu te dis psychologiquement c'est là où ils vont démarrer quoi. Totalement. Et écoute Thibaut, merci pour ce coup tordu. Donc je rappelle tes previews sur Vélo Futé, sur donc ton X, ton Twitter, on te retrouve Thibaut Chambre. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Enzo qui pouponne son deuxième petit garçon qui est arrivé il y a quelques jours. Enzo alias Analyste Phoenix sur Twitter et donc The Big Gear sur son site internet et donc les réseaux sociaux du coup tordu, Facebook, Twitter, X, Instagram, on a TikTok également. YouTube. Tiens, allez, un petit mot également. Tiens, juste, Side Limit, parce que ça se bataille sur Side Limit. J'en ai beaucoup parlé pendant le Giro, un petit peu au niveau des classements, comment ça joue. Alors, c'est vrai qu'il y a des courses en quotidienne sur Side Limit, en fantasy quasi totale, même en fantasy sur l'appli Side Limit. Alors, je rappelle que Side Limit n'est pas partenaire de ce podcast, mais bon, il y a un jeu de fantasy sur chaque étape. Hein. Vous pouvez participer en Ligue 4 de manière intégralement gratuite sur toutes les étapes. Hein, vous faites une petite compo d'équipe. Et donc là, il y a aussi évidemment le jeu sur on va dire sur le mode habituel. Donc je vais sur le classement virtuel. Hein. Le classement virtuel, c'est toujours plus intéressant que le classement réel. Donc sur le classement réel, virtuel, en Ligue 1, où il y a $100 à gagner avec une belle carte rose 4 étoiles, c'est LV Cycling qui est en tête pour l'instant avec 210 points. Il a fait un joli trou sur Petit Juju qui est deuxième, donc il y a $35 pour la deuxième place. Et c'est Benoît qui est troisième pour l'instant. Ça, c'est sur le classement virtuel. Mais sur le score acquis, c'est Benoît qui est en tête tout simplement parce que Benoît il a Joe Blackmore en équipier du côté des Israël et Benoît a un malus parce que Joe Blackmore pour l'instant même s'il est 50e ou 36e au classement général c'est le premier des Israël donc en fait le suspense un petit peu en Ligue 1 si à un moment donné Joe Blackmore n'est plus le premier des Israël qu'un Woods ou qu'un Lutsenko ça arrive à repasser devant à un moment donné au classement général Benoît va avoir une avance phénoménale en Ligue 1 sur Side Limit. Un petit mot de la Ligue 2, LV Cycling également qui est en tête aussi de la Ligue 2, LV Cycling qui fait pour l'instant un bon début de Tour de France. $70 à la gagne pour la Ligue 2. Il a 8 points d'avance sur Ced et Jules Kerl. Il a 25 points d'avance sur lui. Et la Ligue 3, c'est l'Ardennais qui est en tête de la Ligue 3. Il a 3 points d'avance sur JTR 98 et JMC 181 points à la 3e place. Donc vous voyez que ça tourne un peu au niveau des noms, au niveau des managers qui sont en tête sur Side Limit. Et on va aller sur la Ligue 3 Cap, la Ligue 3 KP, c'est Tony Mauve qui est en tête devant Toyol et devant The Vandam. Et bien évidemment, on est encore qu'au début du Tour de France et tout reste encore possible. Coup tordu 0. D'ailleurs, tiens, on fera un tirage au sort demain pour vous offrir une carte. J'avais dit qu'on le ferait, on l'a pas beaucoup fait depuis le début du Tour de France. Donc demain, je vous offrirai une carte dans le prochain épisode. Donc coup tordu 0 avec le chiffre 0 pour intégrer Side Limit. Voilà notre jeu de fantasy où on joue avec ses propres cartes. Merci encore Thibaut. Merci à toi et en tout cas que c'est à partir de demain que le vrai Tour de France démarre. Le vrai Tour de France démarre. Exactement. Allez, ciao les amis.